Orange, Bouygues Télécom, Free se sont mis d'accord avec le groupe Altis pour le rachat de SFR au prix de 20,35 milliards d'euros. Ça fait quand même 25 millions de clients qui sont concernés, qui vont changer d'opérateur. Ce retour à 3 opérateurs en France, déjà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vais poser la question à mes experts. On se l'est déjà d'ailleurs posé dans nos débriefs, mais plus largement, je voulais qu'on regarde ce que ça voulait dire en termes de consolidation pour le marché européen. Alors, avec moi, Stéphane Lelux en plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Président du cabinet Tactis. Vous êtes également le président de la commission internationale du comité stratégique de filière infrastructure numérique et conseiller du commerce extérieur pour la France. Vous connaissez ce secteur des télécoms par cœur depuis des années. Et la deuxième personne qui est avec nous également, Benoît Felten. Bonjour Benoît, merci d'être connecté avec Smartech. Vous êtes consultant, donc expert télécom s'il en est, chez Fiber Revolution. Déjà, je voulais avoir votre réaction. Quelle a été votre première réaction à chaud au moment où vous avez appris que ça y est, enfin, je dis enfin pas par soulagement, mais depuis le temps qu'on en parle, cet accord a été signé pour le rachat de SFR. Stéphane, déjà. Tout d'abord, c'est, comme vous le dites, c'est un long processus, donc pas une grande surprise. On s'attendait depuis longtemps à voir cet accord sortir. Et par ailleurs, il faut quand même se dire qu'on est au début d'un processus. Donc, non seulement c'est un processus de négociation qui a abouti, mais nous partons pour au minimum 3 années entre les autorisations en termes de consolidation au niveau France et les autorités de la concurrence françaises et européennes. Et puis ensuite, il y a tout le processus aussi organique et salarial qu'il va falloir mettre en place. Donc on est au tout début du processus. Donc on va dire ni soulagement ni surprise, mais simplement on va dire une étape clé dans un processus qui va prendre encore plusieurs années. Okay. Et qui est nécessaire probablement pour le secteur, pour clarifier. Parce que le pire, c'est le fait d'être en situation un peu suspendue entre deux eaux. Oui. On en parlera peut-être parce que ça a des conséquences notamment sur l'investissement. On peut voir que SFR, ces dernières années, a quasiment plus investi. Donc en fait, cette situation de suspension avait des conséquences négatives. Donc, quand même, ça ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. Enfin, exactement. Benoît, vous dites que vous vous êtes dit quand même, ça y est, c'est une bonne nouvelle, ou au contraire, ça vous inquiète? Non, si j'étais un peu chafouin, je dirais que SFR se porte mal depuis qu'ils ont été rachetés par Altis. Mais c'est peut-être un peu méchant. Cela dit, on sait que les conditions du rachat en LBO posaient déjà des problèmes en tant que tels. Et effectivement, comme le dit Stéphane, SFR allait mal depuis un bon moment. Donc, c'est pas une surprise dans ce sens-là. Le point d'interrogation, il est effectivement sur comment les autorités de la concurrence vont se prononcer, que ça soit les autorités françaises ou les autorités européennes d'ailleurs. Et puis sur quand même, il y a une vraie question tactique un peu sur comment se fait ce découpage, qu'est-ce qui va atterrir où. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, je suis sûr qu'il intéresse beaucoup Stéphane également, la partie infrastructure fibre, qui fait pas partie de ce deal, mais c'est intéressant aussi de savoir où ça va terminer. Exact, effectivement, ça ce n'est pas du tout mentionné pour l'instant. Je vous demandais si vous pensiez que c'était une bonne nouvelle ou si vous étiez inquiet, parce qu'il y a des voix inquiètes. Je pense à Sébastien Soriano en particulier, donc qui est un ancien régulateur des télécoms puisqu'il était à l'ARCEP et qui dit que il faut quand même faire attention, être vigilant quand on voit cette consolidation du marché en France et sans doute va-t-il falloir imposer des contraintes. Est-ce que vous partagez son inquiétude ? Alors, on doit toujours être prudent. Et je pense que Sébastien Soriano, qui est bien éclairé en tant qu'ancien président de l'ARCEP, le sait bien. Mais je pense qu'en même temps, il y a des retours d'expérience multiples qui montrent que on a des outils, que ce soit en Espagne, quand il y a eu des opérations aussi de consolidation, ou en Italie ou ailleurs, on voit que les régulateurs et les autorités anticoncurrentielles
pour la concurrence plutôt, qui se protègent la concurrence, sont en capacité soit d'imposer, par exemple, des reventes de certains actifs ou des modalités d'accès aux infrastructures qui peuvent être aussi des facteurs derrière de facilité pour des concurrents. Et puis il faut aussi se rappeler qu'on rentre dans un monde, et on en reparlera peut-être, où la concurrence vient aussi d'ailleurs. Et cette concurrence, elle va exister. On a des bouleversements. On parle de beaucoup de Starlink ces derniers jours. On voit bien que finalement, on n'est plus dans les années 90, 2000, début des années 90. 15 à 2005, 2010, où il y avait une hyper-dominance des telcos sur les secteurs. Là, on est dans un bouleversement entre les GAFAM. Avec des procès pour entente entre 3 opérateurs. Oui, début des années 2000, effectivement. Donc, on a quand même un changement complet de paradigme, de contexte. Et je pense que, oui, il faut avoir cette vigilance, mais attention, nous ne sommes plus dans le même secteur. Il a profondément évolué. Il y a des poids relatif des acteurs. Je citerai un chiffre. Aujourd'hui, les GAFAM investissent un peu plus de 700 milliards de dollars par an, quand l'ensemble des opérateurs européens investissent à peine 63 milliards. Mais donc, voyez milliards, sur quoi ils investissent? Les câbles sous-marins, les data centers, je parle d'infrastructure, les satellites aujourd'hui, l'IA, enfin on a de l'infrastructure dans les cœurs de réseau, mais aussi de la fibre optique sur les réseaux terrestres ou sous-marins. Donc en fait, tous ces réseaux-là, aujourd'hui, vont être utilisés et sont utilisés par d'autres acteurs que nos opérateurs. Il ne faut pas l'oublier. Et on est aussi obligé de regarder cette consolidation à l'aune de cette évolution du secteur. Oui, de voir si finalement on est suffisamment équipé pour affronter ces défis à venir sur le numérique face à des concurrents qui sont aujourd'hui des géants économiques. Benoît, vous partagez cette analyse, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, il faut être vigilant, mais d'un autre côté, il faut aussi donner les moyens, si j'entends, à nos opérateurs d'affronter ces défis-là. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que il faut faire attention à ce qu'on appelle donc les remèdes, comme effectivement Stéphane le disait, qu'on a eu en Espagne, etc. La vraie question, je pense, qui se pose sur le secteur télécom pur, c'est est-ce qu'on va vraiment de 4 acteurs à 3, ou est-ce que les remèdes vont réintroduire un 4e acteur sous une autre forme? C'est ce qui s'est passé en Espagne, par exemple. Donc en Espagne, ils ont prélevé des fréquences de différents opérateurs pour créer un 4e opérateur mobile. Et du coup, il n'y a pas eu de véritable passage de 4 à 3. Donc la vraie question, c'est est-ce que le modèle de cette fusion, ça va être un vrai passage de 4 à 3, et quelles seront les conséquences de ce passage? La principale conséquence, celle qui est le plus souvent mise en avant, c'est une possible augmentation des prix. J'avoue qu'à titre personnel et sans avoir nécessairement étudié l'aspect économique en grand détail, c'est pas l'élément qui m'inquiète le plus. Pour 2 raisons. La première, c'est que aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres ce matin pour préparer cet entretien. Aujourd'hui, on voit que les services télécoms, c'est à peu près 1,5% de la facture, de la dépense des foyers français. Ouais. Là où les loyers, c'est de l'ordre de 25%. L'encadrement des prix, entre guillemets, des télécoms me paraît moins important que bien d'autres possibilités réglementaires qui toucheraient à des budgets beaucoup plus importants chez les foyers. Pour le dire autrement, si les prix des abonnements télécoms augmentaient de 2 à 3 euros en France, je ne pense pas que ça serait un problème systémique. Après, évidemment, il y a toujours des gens pour qui c'est un montant important, il ne faut pas le négliger, mais on a aussi des mécanismes en France de protection des consommateurs les plus fragiles et des tarifs dédiés pour ces consommateurs-là. Donc tout ça, c'est pour moi un peu un épiphénomène. Le deuxième point qu'il faut quand même souligner, c'est qu'on a un acteur en France, Free, qui tire les prix vers le bas avec des promesses de ne pas augmenter ses prix qui font de manière répétée depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que à la marge, les prix augmenteront pas sur des éléments annexes, des options, etc. Mais je vois pas Free du jour au lendemain dire j'augmente mes abonnements de 10 euros. Après, le point plus général, moi je vois pas. Alors j'aime pas le terme GAFAM d'abord parce qu'il est obsolète. On devrait dire AMAM, ce qui est un peu plus moche comme terme, mais surtout parce que ça pointe du doigt un certain nombre d'acteurs et que
les choses étant très dynamiques, ces acteurs, ils ont des rôles très différents sur le marché global d'Internet. Mais surtout, le point important, c'est que pour moi, alors Starlink, c'est effectivement un cas particulier puisque Starlink et Kuiper, d'ailleurs, d'Amazon, vont être potentiellement des concurrents directs de ces réseaux. Par contre, sur le reste de l'écosystème, c'est plus des collaborateurs que des concurrents. Et je pense que le fait de dessiner ça comme un conflit, c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui fonctionne de manière très symbiotique et relativement efficace. Et remettre ça en cause au nom de... C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de rapport de force, vous dites qu'il n'y a pas de rapport de force entre les géants du numérique et les opérateurs européens. Alors, je ne sais pas ce que c'est un rapport de force. Il y a une interdépendance totale. Sans les réseaux d'accès, les acteurs du numérique ne peuvent pas atteindre leurs clients. Et sans les acteurs du numérique, les opérateurs ne vendraient pas d'accès à Internet. Donc, à un moment, il ne faut pas perdre de vue cette vérité fondamentale qui est que ces deux pans de l'écosystème sont interdépendants. Et d'ailleurs, si on regarde d'un peu près, on se rend compte qu'il y a énormément d'accords qu'on ne voit pas entre les deux, des accords de revente, des accords de collaboration. Il y a des éléments de gestion de réseau qui sont fournis par des acteurs d'Internet. Tout ça, c'est une interdépendance, c'est pas une concurrence frontale. Alors, encore une fois, sur le satellite, là, c'est une situation différente. Et il n'y a pas de doute que ça peut représenter un élément de concurrence. Je pense que c'est pas le sujet nécessairement d'aujourd'hui, mais c'est un sujet très intéressant sur lequel on pourrait se pencher. Oui, mais c'est le sujet aussi de la capacité d'investissement qui se pose même avec cette question des satellitaires. Oui. Je veux bien réagir sur ce que dit Benoît, parce que je suis d'une certaine manière d'accord avec lui. On ne peut pas parler de concurrence frontale, mais en réalité, il y a un rapport de force qui est caché, puisque si ce que tu dis, Benoît, effectivement, est tout à fait juste, il y a une interdépendance. En réalité, le rapport de force a changé. C'est ça que je suis en train de décrire. C'est qu'en fait, tout ce que dit Benoît est tout à fait juste, sauf que la réalité, c'est qu'il y a 15 ans, quand un opérateur discutait avec un fournisseur de contenu, ce qu'on appelle un OTT, un fournisseur de services, il avait un rapport qui était plus en sa faveur, voire équilibré ces dernières années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et plus ça va aller, plus un opérateur est en train de se retrouver. Que ça, quand même, c'est toujours été un problème, parce que je me souviens de l'époque où Free avait essayé de brider YouTube parce qu'il considérait qu'il ne participait pas suffisamment au financement des réseaux. Finalement, cette histoire s'est terminée sans faire cher, sans modification Tout à fait. Des règles. Il y a les enjeux de la neutralité du net, etc. derrière, l'équilibre entre les différents supports et les fournisseurs de services et les opérateurs de réseau. Mais avec les rapports de force que je décris qui sont en train de glisser en faveur, on va dire, des grands acteurs, des plateformes, pour pas utiliser le terme GAFAM, même si les plateformes numériques, les big tech, au sens large du terme, peu importe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les Chinois aussi qui sont dans l'arrière-cour asiatique, qui un jour probablement franchiront le cap, même si aujourd'hui on commence à les voir plus dans les pays émergents, en Afrique, etc. Mais il n'y a pas de raison qui ne s'attaquent pas un jour à nos marchés de manière plus large qu'ils le font déjà, à travers notamment les Alibaba, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le rapport de force est en train de glisser progressivement en défaveur des telcos qui deviennent des commodities. Et ces commodities, finalement, ils ont de plus en plus vocation à être finalement un truc quasiment d'accès gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on écoute Bezos ou d'autres qui disent, en gros, si vous voulez, moi, l'accès Internet, je vais vous le fournir gratuitement. Et en fait, là, on voit bien qu'on arrive au bout d'un raisonnement où, finalement, ils veulent englober dans leur service l'accès. Et en fait, par un accès direct aux clients en gérant la plateforme et vos abonnements, on va glisser progressivement vers un système où, même si nos opérateurs restent nationaux avec des licences, payent des fréquences, etc., ils ont l'infrastructure, ils ont la fibre, ils ont les réseaux 5G. Finalement, le client final qui est roi, c'est lui qui va décider à qui il va payer le service. Et dans les prochaines années, c'est encore une fois là où je ne suis pas d'accord avec Benoît, il y a un glissement qui va se faire où va se situer mon opérateur réel, global. Ouais. Et ça, on est dans une situation de rapport de force qui devient pas loin extrêmement... de cette situation. Okay. Je pense qu'on s'en rapproche d'année après année. Après, la confrontation directe
qu'évoquait Benoît, par exemple avec Starlink, typiquement la France, nous, on est protégés. Pourquoi ? Parce qu'on parle de moins de 2% des foyers qui n'ont pas la fibre ou qui n'ont pas la 5G, d'accord ? Donc la réalité n'est pas la même. Justement, parce que parlons de ça, parlons des réseaux. Cette consolidation peut-elle avoir un impact sur l'investissement dans les infrastructures ? Parce qu'on peut considérer que en étant plus puissants, ils auront plus de capacité d'investissement, mais c'est pas certain. Ils peuvent être aussi plus puissants et décider de faire autrement et voilà. Alors, il faut quand même d'échapper même à certaines contraintes de. Il faut se remettre en perspective. On est parti il y a, on va dire, 15 ans. On va réagir après. Excuse-moi. Oui. Donc, on part de à peu près 6 milliards en France d'investissement il y a une quinzaine d'années, en tendance annuelle. On est passé à un cap maximum vers 2020, juste après le Covid, à 13 milliards. Donc, on a à peu près doublé les capex annuels. Je pars hors des coûts d'achat des fréquences. Vraiment de l'investissement dans le dur, c'est-à-dire la fibre optique et les réseaux mobiles. Voilà. Donc, les passage de 4G, 5G, etc. Ça, on a doublé par an le rythme d'investissement. Ce qui fait que d'ailleurs la France est située comme le champion de l'investissement dans les CAPEX, dans les investissements dans l'infrastructure, puisque en fait, en gros, la France représente à peine 10% du nombre d'utilisateurs de l'Europe, et on était à 20% de l'investissement dans les opérateurs. Donc à peu près 12 milliards, 13 milliards à cette période 2020-2023. Et là, on est en train de descendre tout doucement chaque année de 5%. On est à peu près à 10 milliards aujourd'hui. Et alors, il y a un phénomène contre-intuitif qui va se produire dans les 5 prochaines années, ou 3 prochaines années minimum, c'est qu'on va rebondir. Pourquoi ? Parce que la consolidation a un coût, avant d'avoir un profit. C'est qu'en fait, le profit, on l'estime à peu près à 2 milliards, mais le coût, on l'estime à peu près 6-7 milliards. Donc en fait, vous allez avoir un phénomène de croisement de courbes, et puis on n'a pas fini le déploiement de la fibre, et on a un retard sur la 5G native. Voilà, donc on a beaucoup d'investissements pour les 3 à 5 prochaines années. Benoît, votre regard là-dessus, sur cette consolidation et l'impact que cela peut avoir sur les investissements en infrastructure ? Alors, la consolidation elle-même, elle est censée réduire les montants d'investissement. Effectivement, comme le dit Stéphane, il faut absorber la consolidation, et ça, c'est pas complètement transparent. Ceci dit, moi, je soulignerais un certain nombre de tendances. Bon, la première, c'est que la France, comme l'Espagne d'ailleurs, sont plutôt en avance par rapport au reste de l'Europe sur leurs investissements dans l'infrastructure. On parle beaucoup de la 5G standalone, mais la réalité du marché, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de demandes, et que du coup, les opérateurs, ils sont frileux, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir, mais surtout parce qu'ils ne voient pas la rentabilité de cet investissement. Et donc, on peut s'attendre, sans que ça soit une mauvaise nouvelle, à ce que les montants de CAPEX en France, dans la décennie qui vient, ils aillent plutôt à la baisse, même s'ils resteront importants, parce que des réseaux, ça se maintient et ça se renouvelle. Ceci étant dit, on voit bien qu'il y a des hésitations sur la 6G, on ne sait pas comment la définir trop, les opérateurs ont du mal à voir les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer, ils ont été très échaudés par leurs investissements sur la 5G. Donc tout ça fait que aujourd'hui, la perspective de rentabilité des opérateurs français et espagnols en particulier, et d'ailleurs, je reviendrai dessus en une seconde, mais français en particulier, elle est plutôt positive. On voit ça dans tous les documents d'analyse financière qui circulent. La raison pour laquelle la France est encore mieux placée que l'Espagne, c'est qu'en France, on partage le réseau fixe, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, et que du coup, on a une utilisation du réseau qui est bien plus importante en proportion, et donc une bien meilleure rentabilité de cet investissement réseau. Le deuxième point qu'il ne faut pas perdre de vue, très rapidement, Benoît. Oui. Très rapidement. Ah, pardon. Le deuxième point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le trafic Internet croît encore, mais il croît de moins en moins vite. Et on est maintenant sur des tendances où on peut anticiper qu'à horizon 2 à 3 ans, on va être sur un trafic plat. Et ça, c'est à mon avis un point que les opérateurs eux-mêmes refusent de voir. Ils continuent de dire dans leur communication que le trafic croît. Ils utilisent souvent le terme exponentiel c'est complètement inadapté. Moi, je pense qu'il y a une vraie question systémique qui va se poser quand on verra à horizon 2-3 ans que le trafic ne croît plus. Et du coup, la question qui se posera, c'est les investissements pertinents pour générer des revenus dans un monde où l'utilisateur est à peu près saturé d'informations. C'est quoi ? Et je ne sais pas s'ils ont la réponse.
Eh ben, ce sera une question qu'on se posera une prochaine fois. On arrive à la fin de ce talk et la fin de cette émission. Même merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. On se retrouve dès demain.